Nathalie Arthaud, ça y est, le gouvernement a compris cette exaspération fiscale. On se dirige vers une baisse d'impôts drastique, ça y est? Il comprend ce qu'il a envie de comprendre, voilà, parce que je vous ferai remarquer que le premier message quand même des Gilets jaunes, c'était rétablissement de l'ISF. C'était pas la baisse des impôts pour les riches, c'était l'augmentation des impôts pour les plus riches et pour les privilégiés de ce pays. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement... Avec une véritable efficacité, d'après vous, Nathalie Arthaud? Les impôts sur tous ces grands groupes industriels et financiers qui en ont plein les poches, qui se permettent d'ailleurs de payer des retraites chapeaux. Vous avez vu, de 36 millions, par exemple, à Airbus, Tom Enders, qui se permettent de payer leur PDG des 300 fois le SMIC, pour beaucoup. Donc tous ces grands groupes, ils ont de quoi payer des impôts, effectivement. Et effectivement, les gouvernements qui se sont succédés ont baissé l'impôt des plus riches. Et Macron en a rajouté une couche avec le CICE, 40 milliards quand même, attention, hein, c'est pas une paille. En revanche, je pense qu'il faut donc faire l'inverse, c'est-à-dire augmenter l'impôt des plus riches et baisser et même réduire à zéro l'impôt sur les salariés, l'impôt sur les plus pauvres. Marchait. Est-ce que c'était efficace, l'ISF? Mais je pense que c'est le minimum, c'est-à-dire de demander à des grandes fortunes... Écoutez, moi je n'ai jamais compris, il faudra m'expliquer comment des femmes et des hommes font pour, en une année, gagner des dizaines de millions. Comment peuvent-ils faire si ce n'est en exploitant le travail de dizaines de milliers de salariés? Je ne vois pas d'autres moyens. Vous savez, c'est pas des gens qui ont gagné au loto. C'est des gens qui ont fait leur... C'est quand même une toute petite partie de la population, ça. Oui, et c'est une partie de la population qu'il faut mettre à contribution parce que précisément, déjà, elle taxe l'ensemble des travailleurs de la population. Eh bien, il faut qu'elle le rende, tout simplement. Donc voilà, moi, l'exaspération... Non, attendez, on augmente les impôts pour les plus riches, on baisse considérablement. Tolérance fiscale zéro, vous avez entendu? Payez pas. Et il y aurait tout un ensemble de mécanismes comme ça à mettre en œuvre pour donner une prime, un bonus fiscal, parce que oui, il faut payer moins d'impôts, y compris pour les patrons de PME, les artisans, les commerçants. Moi, j'aime pas trop quand on oppose systématiquement les ouvriers avec les petits patrons. Je considère qu'ils font partie... C'est pas ce que j'ai fait. J'ai parlé des grands groupes industriels et financiers. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, voilà. Ils n'ont pas effectivement taxé ni les GAFA. Et les petits patrons sont plus taxés que ces grands groupes, vous le savez. Exactement. Et les 80 milliards. Non, mais sur les GAFA, c'est discuté aujourd'hui. Ça fait partie des injustices, à l'Assemblée nationale. Et donc, il faudrait une philosophie de Nathalie Arthaud aussi, le gouvernement n'abroge pas, si je puis dire, l'ISF. Pour vous, c'est une défaite? Non, de toute façon, moi je suis convaincue qu'on en est qu'au début des révoltes sociales. Vous savez, avec la crise... Vous attendez au pire aujourd'hui? Moi, je m'attends au meilleur, c'est-à-dire que... au meilleur, pardon. Ben oui, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'avec les Gilets jaunes, il y a un éveil des consciences. Il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont réalisé qu'effectivement, par en bas, en se mobilisant, eh bien, on pouvait s'imposer, en tout cas, imposer ses revendications, les mettre sur la table. Et donc, c'est un début. Tous en violence. Pour moi, c'est un début. Vous savez, la force des mobilisations, c'est d'abord et avant tout le nombre, et c'est la conscience. Moi, je pense qu'on en est qu'au début. Je suis convaincue qu'avec cette crise, avec ce chômage de masse, parce que la réalité, c'est que le chômage de masse continue, que la précarité, les petits boulots, ça n'a jamais été aussi généralisé, qu'aujourd'hui, tout le monde mesure qu'on est arrivé à une espèce d'impasse. Écoutez, quand on voit... Parce que je voudrais élargir un petit peu le débat. C'est pas que le problème de la justice fiscale qui a été posé, c'est le problème de la justice sociale, de la justice. On va en parler dans la deuxième partie du débat. Plus généralement, parce que vous comprenez que quand effectivement on voit à la fois l'argent qui dégouline à un pôle, tous ces caprices de riches, ces femmes, ces gens qui peuvent claquer en une nuit, ce que peut pas gagner en un an certaines familles. Quand on voit cet argent, ces milliards à un pôle, y compris qui vont dans la spéculation, et qu'on ne trouve plus d'argent pour entretenir les routes, les ponts, les voies ferrées, pour lutter contre le logement insalubre, quand on n'en trouve plus pour maintenir les maternités ouvertes, eh bien, je crois que oui, ça interroge. La plupart se disent, mais là, on est arrivé au bout d'un système. Et moi, je crois que c'est la réalité. On est arrivé au bout d'un système qui aspire toutes les richesses à un pôle et qui ne permet pas à ceux qui travaillent, de vivre dignement. Donc, cette société-là, je peux vous dire qu'elle a commencé à être mise en cause. Moi, je suis convaincue que ça va continuer. Lionel Coste, est-ce que Emmanuel Macron joue son quinquennat avec
les réformes. Et mettre en l'air le système. Nous, on va faire en sorte que ce système soit plus juste et plus équilibré. Mais on est persuadé que c'est ce système-là qui permettra aux Françaises et aux Français de pouvoir s'épanouir et s'émanciper aussi au travail. Vous voulez même pas toucher à un cheveu de la bourgeoisie en rétablissant l'ISF. Alors vous irez même pas, vous irez rien lui demander, la contraindre à rien. Ces grands groupes qui continuent de supprimer des emplois, de fermer, vous allez laisser faire. Nathalie Arthaud, que dites-vous à ceux qui vous disent que c'est combien l'ISF, c'est combien? L'ISF, c'est 3 milliards. C'est 3 milliards. Eh bien, c'est déjà 3 milliards. C'est beaucoup 3 milliards, vous savez, très sincèrement. Ah, écoutez, vous savez, c'est pas plus symbolique qu'autre chose. Mais ils ont baissé l'APL. Mais c'est pas symbolique. C'est déjà quand même une somme importante. Et moi, c'est révélateur surtout. C'est révélateur d'une démarche. C'est révélateur du fait qu'on a un gouvernement qui ne veut rien toucher, qui veut pas entamer la fortune de ceux qui accumulent des montagnes d'or. Voilà, donc si vous voulez, c'est révélateur du fait qu'ils n'iront pas prendre l'argent là où il est et que forcément ils vont demander à ceux qui sont un peu moins pauvres de payer pour les plus pauvres. Voilà, la solidarité entre pauvres. Mais ça on connaît, ça fait symbolique ou pas? Ça fait quand même longtemps. Je fais un peu le défense. Si on prend l'avocat du diable aujourd'hui, ça, c'est pas juste symbolique parce que 3 milliards et demi, on en parlait. 3 milliards et demi d'euros, 4 milliards d'euros par an. D'ailleurs, il faut rappeler que le rendement de l'ISF augmentait. Il faut rappeler que 0,2% seulement des assujettis à l'ISF quittaient la France pour échapper à cette info, parce qu'on nous a sorti le mythe de tous ceux qui partaient. 3,5 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est 100 hôpitaux publics construits en un an. C'est 2000 commissariats à 2 millions d'euros en moyenne construits chaque année. Donc avec 3,5 milliards d'euros, on peut investir pour les services publics qui sont en train d'être ravagés par la politique du gouvernement qui supprime 120 000 fonctionnaires, qui démantèle la SNCF. J'entends, on peut investir dans la transition écologique. Monsieur Philippe a dit qu'il y avait une urgence. À l'heure de l'urgence, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Philippe? Que fait-il? Il démantèle la SNCF, il signe des traités de libre-échange, il prolonge le glyphosate, il poursuit la folie du nucléaire au lieu de passer au 100% renouvelable, parce qu'il faut de l'argent pour passer en 100% d'énergie renouvelable, il faut de l'argent public. Mais ça, l'État a renoncé finalement à investir. Moi, je crois dans le rôle de l'État. Je crois qu'il a un rôle à jouer dans l'activité économique et qu'il y a des marges de manœuvre financières à trouver en luttant contre les paradis fiscaux, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est alors là 80 milliards d'euros par an. Vous voyez, je vous ai parlé de tout à l'heure ce qu'on pouvait faire avec 3,5 milliards. Imaginez ce que nous pourrions faire avec 80 milliards d'euros par an. Nous pourrions créer des emplois dans la transition agricole. Nous pourrions la rénovation thermique du bâti. Il faut 7 milliards d'euros pour la faire. Elle coûte à la facture énergétique de tous les Français, y compris des plus modestes. Agir sur ce terrain-là, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est sortir du nucléaire. Mais voilà un moyen d'agir. Qu'attendez-vous? Au fond, votre politique, elle nous fait perdre du temps. Moi, là, on est dans... Non. Schématique et puis la surenchère de choses. Bien sûr qu'on lutte contre la fraude fiscale. Bien sûr, cette transition écologique, on est dessus. Quand on porte des politiques sur les territoires. Comment? Mais donnez-nous des exemples concrets, s'il vous plaît. Le verrou de Bercy, qui c'est qui l'a fait? Levez le verrou de Bercy, qui l'a fait? Au niveau européen, la liste noire des paradis fiscaux, quel est le pays qui a poussé pour avoir la liste noire? en Guyane. Mais non, mais voyez les choses à l'envers. Qui c'est qui a dit dans 3 ans on sort du glyphosate? La France. Mais avant, c'était... Avant, il n'y avait pas de date. On sait que c'est un poison. Non, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il faut accompagner les politiques. J'étais encore ce matin avec des agriculteurs, j'étais encore ce matin en train de travailler avec eux. Tout ça, ça a besoin de trouver des solutions, des alternatives. Des alternatives, et on est en train de les mettre en place. C'est intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec le constat qui a été fait à ma gauche, si je puis dire, et c'est intéressant la réaction d'En Marche de dire mais moi je ne veux pas renverser le système comme vous. Moi je pense qu'on peut être tout à fait compétent et même peut-être libéral d'un point de vue économique et vouloir changer de système. En réalité, je pense qu'on peut profondément changer ce système de libre-échange déloyal qui est organisé aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, et on peut le faire de façon rationnelle, de façon intelligente. Il faut arrêter de faire peur aux Français. En fait, c'est vous les populistes. Vous êtes toujours en train de faire peur. Vous êtes toujours en train de nous expliquer que si on veut toucher quelque chose, alors on va tout mettre par terre. Mais on peut faire des réformes, et nos voisins nous le montrent. Partout dans le monde, des pays indépendants, libres, arrivent à mener des réformes économiques et à être efficaces dans la mondialisation. Gardez tous les 4 vos arguments, s'il vous plaît. On se retrouve dans un instant. Emmanuel Macron peut-il surprendre ou pas? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. 21h passé de 37 minutes, la suite de ce débat dans le grand JT de CNews. Fini le grand débat national, place désormais aux restitutions en attendant les mesures. Oui, ces fameuses mesures tant attendues par les Français, mais aussi par les Gilets jaunes, à commencer par Jacqueline Moreau. Écoutez. Il va falloir que M. Macron mette son orgueil dans sa poche et qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir. J'espère au moins que dans ce qu'il va proposer, il va mettre de la proportionnelle et reconnaître le vote blanc. Au minimum, que ça serve pour les européennes.
Parce que sinon, mais là, ça va être à feu et à sang. Et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes pour mettre Paris à feu et à sang. Donc il faut, je sais pas, il est certainement très conscient de ça. Ses conseillers aussi. Mais je sais pas s'ils ont vraiment pris la mesure extrême dans laquelle on est. Emmanuel Macron, petit surprenant, on en parle avec Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, Lionel Causse, député de La République En Marche des Landes, Damien Lempereur, délégué national et porte-parole de Debout la France, Paul Vannier, orateur de la France Insoumise. Merci à tous les quatre d'être dans le grand JT de CNews. Dos au mur, la 6ème République, c'est la solution pour vous, Nathalie Arthaud ? Non, je crois pas. Ça va passer loin, j'imagine. Non, mais je crois pas, parce que, y compris ce petit discours de dire c'est l'Union européenne qui verrouille tout, etc. Moi, je pense que tant que ceux qui dominent la société, ce sont ceux qui possèdent les millions, les milliards, qui gèrent effectivement les grands groupes, qui font la pluie et le beau temps sur l'économie, qui vont discuter avec les gouvernements en leur imposant leurs 4 volontés. Tout sera bloqué pour les travailleurs et la population. Que ce soit dans le cadre de l'Union européenne, en dehors, que ce soit la 6e, la 4e, la 1re République. De toute façon, cette société, elle marche comme ça, avec une classe sociale qui a tout le pouvoir. Pour vous, c'est une lutte des classes aujourd'hui ? C'est une lutte des classes aujourd'hui ? Mais bien sûr. Parce que Nathalie Arthaud, la République, elle a quand même apporté, y compris au mouvement ouvrier. Écoutez, elle a apporté des droits sociaux. Ce sont d'abord les travailleurs qui se sont battus et qui ont réalisé cette République et qui ont gagné toutes les institutions démocratiques. Moi, ce que je sais, c'est que voilà, il y a une classe sociale qui aujourd'hui, finalement, tient entre ses mains l'avenir des travailleurs, qui peut décider du jour au lendemain de virer les gens, de fermer leur usine, de les traiter comme des pions. Toi, tu vas aller bosser là, voilà, d'écraser les salaires, d'aggraver. Vous avez envie de lui répondre quoi, Nathalie Arthaud ? C'est ça la réalité. Alors moi, je veux dire, ce soir, y compris Lutte ouvrière sera présente aux élections européennes, précisément aussi pour dire que le problème il est là, que tant que cette minorité privilégiée elle domine la France, l'Union européenne, eh bien il faudra que nous, travailleurs, on se batte pour faire respecter nos droits. Voilà, tout simplement. On a ce soir 3 oppositions qui soufflent sur les braises alors qu'ils auraient peut-être eu mieux fait de participer au grand débat national. Ils font ça parce qu'ils voudraient une et une seule chose, c'est que le président de la République reprenne leur programme sur lesquels les Français n'ont pas choisi, sur lesquels ils n'ont pas été élus. Donc non, le président de la République, il répondra à tous les Français, il ne reprendra pas ni aux Insoumis, ni à Lutte ouvrière, il ne reprendra pas vos programmes parce que depuis le début, c'est ce que vous voulez faire. Vos programmes, les Français ne les ont pas voulus. Aujourd'hui, je peux vous dire, pour avoir participé au grand débat, il y a beaucoup plus de choses à la remontée des Françaises. Je vous écoute. Il y a beaucoup plus de choses et le président de la République, non, il ne répondra pas qu'à vous, il reprendra à toutes les Françaises et à tous les Français le moment venu. Aux questions qu'ils se posent eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut une constituante. Voilà pourquoi il faut instaurer une proportionnelle intégrale. Vous revenez sur votre programme sur lequel les Français vous ont dit non déjà. Mais non, les Français aspirent à une refondation démocratique de nos institutions. Le RIC, monsieur, la constituante, la 6ème République, ça n'est pas aujourd'hui uniquement les aspirations de la France insoumise. Ces aspirations sont dans les cortèges, au grand débat, vous auriez vu que ça fait plus partie des premières priorités des Français. Ce qui est assez extraordinaire, allez, laissez-le répondre, j'en supplie. C'est que des centaines de milliers de femmes et hommes qui sont sortis dans la rue, ils vont se retrouver avec des mesures qui vont être contre l'augmentation des retraites, la suppression de 120 000 samedi matin, mon département, Assemblée générale départementale des chasseurs des Landes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit à la fin ? Monsieur le député, surtout pas le RIC. Surtout pas le RIC. Il n'y aura plus de chasse. Il n'y aura plus rien sur nos territoires ruraux. Surtout pas le RIC. Voilà, donc arrêtez de dire que les Français soutiennent uniquement ça. C'est pas Paul Vannier d'avoir été tous les 4 avec moi ce soir dans le grand JT. Ne bougez surtout pas. Tout de suite, c'est les voix de l'info et c'est avec Sonia Mabrouk. Excellente soirée.